Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse qui arrive juste à temps. Alors, demain 18h30, Bayern Dortmund, le lendemain dimanche à 17h30, Liverpool Man City, et puis on conclut la soirée sur un Juve Milan AC en parallèle d'un OM OL. Il y a tout simplement des week-ends comme ça où le foot nous gâte. Alors si vous estimez comme moi que quelque part la connaissance renforce le plaisir, eh ben on va se prendre quelques minutes aujourd'hui pour parler enjeu, dynamique, rapport de force, et à quoi faut-il s'attendre. On file en Allemagne d'abord pour le tout premier choc du week-end qui se joue samedi 18h30 donc entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, et il y a de bonnes raisons de penser que ça risque de fuser. Alors du côté des autres, on vit en ce moment une drôle de situation. Après un revers spectaculaire à Francfort, 5-1, Niko Kovac a été démis de ses fonctions et une nouvelle ère s'ouvre en Bavière. On a parlé un temps dans la foulée d'à peu près tous les candidats prestigieux, de Mourinho, d'Allegri. Il y a quelques jours, c'est peut-être Arsène Wenger qui semblait faire son retour sur un banc de touche. Finalement non, cette piste a été écartée et voilà, aujourd'hui on sait pas trop de quoi la suite sera faite. Le nom d'Erik ten Hag par exemple revient avec insistance et ce serait sans aucun doute un fit intéressant, mais je le vois pas vraiment quitter l'Ajax là en milieu de saison, donc il se pourrait finalement que l'intérimeur Hansi Flick dure pendant encore un petit moment. C'est pas le plus probable, mais c'est pas à écarter totalement non plus. Côté Dortmund ensuite, pas de soucis particuliers à ce niveau, et globalement le club va même très bien. En Allemagne, ils déroulent, ils sont sur 4 rencontres sans défaite, un nul contre Schalke 0-0, mais ensuite 3 victoires, dont 2 contre Gladbach, une qui était en coupe, un 3-0 contre Wolfsburg. Voilà, quand on regarde le classement, c'est pas des adversaires parfaitement anodins, et ça permet à Dortmund d'être bien placé dans la course au titre. 3 points derrière le leader surprise, mais 1 point devant le Bayern. Et en Ligue des Champions, ça roule aussi. Alors ils ont renversé l'Inter 3-2 en milieu de semaine, alors qu'ils perdaient 2-0 à la mi-temps. Encore un doublé d'Hakimi, qui est vraiment en feu en ce moment. Un des vrais joueurs à surveiller en ce début de saison. Le seul que je mettrais peut-être devant lui dans ce choc, c'est celui qui risque de devoir contenir, Robert Lewandowski. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, mais pour moi c'est vraiment sans aucun doute possible le meilleur numéro 9 en Europe du moment. Voilà, il a marqué, c'est bien simple, dans chaque match de Bundesliga qu'il a disputé cette saison, et dans chaque match de Ligue des Champions aussi. Il a 21 buts en 16 rencontres, toutes compétitions confondues. Même le week-end dernier, au cœur de ce naufrage collectif, il a sorti une merveille absolue, et ça pourrait bien faire pencher la balance en faveur du Bayern, encore. Parce que dans le cadre de cette confrontation, il reste sur les 4 derniers matchs qui ont été joués à l'Allianz Arena, il reste sur un 22. Et oui, ils ont gagné 5-0 la saison précédente, 6-0 en 2017-2018, et avant ça, 4-1 et 5-1. Donc voilà, le classiqueur est évidemment jamais simple à pronostiquer, peut-être encore moins cette saison, parce que le Bayern va devoir significativement bricoler en défense centrale. On rappelle que donc, Lucas Hernandez est blessé jusqu'à la fin de l'année, Niklas Süle est blessé jusqu'à la fin de saison, ligament croisé il y a quelques semaines, et Jérôme Boateng est suspendu après son carton rouge contre Francfort. Donc on verra sûrement une charnière Javi Martinez à la bas, peut-être Alphonso Davies latéral gauche, ouais. Mais le truc c'est que Dortmund aussi a son coup dur, puisqu'à la fois Sancho et Reus sont très incertains. C'est assez improbable de les voir démarrer la rencontre, donc voilà, comme on l'a dit, l'Allianz Arena a réussi assez peu au Borussia. Au-delà de ça même, le Bayern me semble prenable. Je ne serais pas parfaitement surpris de voir un succès du Borussia Dortmund, pourquoi pas, mais sans leurs 2 leaders offensifs, sans leurs 2 leaders techniques aussi, bah ça risque d'être extrêmement compliqué. Donc ce que je préconiserais, c'est d'attendre le dernier moment, de voir si cette information se confirme. Si c'est le cas, là, pourquoi pas mettre une petite pièce sur le Bayern, qui est quand même coté à 1,50. On poursuit donc avec Juventus Milan AC, qui est le rendez-vous de dimanche 20h45, qui a un parfum de vraiment grande histoire du football, mais qui a aussi peut-être malheureusement le potentiel pour être le match le plus déséquilibré des 4 dont on va parler ici. À une époque, cet affrontement était non seulement un sommet italien extrêmement disputé et où aucun ne parvenait à établir de franche supériorité, mais peut-être surtout un sommet européen. C'est bien contre la Juve que l'AC Milan remporte la finale de Ligue des Champions en 2003 à Old Trafford, affiche symbole d'une Serie A qui domine le continent au tournant du millénaire. Mais alors ensuite, comme on sait, ça a bien changé.
Depuis 2011-2012, on a eu 24 rencontres entre la Juve et le Milan AC, et seulement 2 victoires. Pour les Rossoneri, 19 pour le club de Turin. C'est pas nécessairement une tendance qu'on voit s'inverser ce week-end. À l'image de sa progressive descente aux enfers, le Milan AC a déjà perdu 6 fois cette saison en Serie A. Le Milan AC a déjà viré son entraîneur Marco Giampaolo, qui a été remplacé par Stefano Pioli, et le Milan AC est déjà aussi à 8 points des places européennes, voilà, 8 points du tour de barrage pour l'Europa League, pour un club qui est en si grave péril financier qu'il a dû justement renoncer à jouer aux Coupes d'Europe cette saison, ce qui en fait d'ailleurs un des pires élèves du FPF depuis son introduction. La rédemption semble très lointaine. Une victoire pourtant arrangerait bien l'Inter, qui est au coude à coude avec la Juve, ça arrangerait bien Milan aussi, qui en plus de donc, se déplacer à Turin ce week-end, va enchaîner avec la réception de Naples. Voilà, c'est déjà un début de saison extrêmement compliqué. Alors en face, du côté de la Juve, c'est intéressant aussi, et peut-être surtout parce qu'on y lit un vrai contraste. Parce que d'une part, on a, après tout, la seule équipe encore invaincue des 5 championnats majeurs, 11 matchs de Serie A, 9 victoires, 2 nuls, en Ligue des Champions, 3 victoires, 1 nul, donc a priori ça se passe plutôt bien, mais en parallèle, on peut pas nécessairement dire que cette équipe est ultra séduisante, on peut pas nécessairement dire non plus que Maurizio Sarri fait l'unanimité. Voilà, pour un club qui vient de remporter après tout son 8e Scudetto consécutif, finalement la logique est peut-être un petit peu similaire à la nôtre en France. Quand on regarde le PSG, peut-être que c'est un petit peu la même logique aussi quand on regarde le Bayern en Allemagne, c'est que quand tu es un de ces clubs, tu peux que rater ton début de saison. Tu peux pas vraiment le réussir, ou alors si tu le réussis, c'est pas souligné comme étant particulièrement indicatif d'une bonne saison à venir. Voilà. On va dire que la Juve fait tout simplement partie de ces mastodontes nationaux dont qu'on ne peut évaluer réellement qu'à partir de février, mars, avril, parce que c'est là que l'essentiel se joue pour eux. Bon, il y a aussi d'autres facteurs qui font que pour l'instant on reste un petit peu sur notre faim, l'intégration moyennement réussie de De Ligt, dont les fautes de main auraient pu coûter encore plus cher, celle qu'il est encore moins d'Adrien Rabiot, peut-être encore plus audible là chez nous. Le coefficient spectacularité, pas nécessairement rendez-vous non plus, 12 victoires, toutes compétitions confondues cette saison comme on l'a souligné, mais 10 sont acquises seulement par un but d'écart, donc voilà, il y a des grains de sable dans la machine, il y a des irritants, c'est le lot peut-être de toute grande équipe. Il y a aussi des choses qui fonctionnent bien. 2 succès très précieux récoltés contre Naples et l'Inter, c'est pas rien. Le retour en forme de Dybala aussi, progressivement, qui retrouve des couleurs, qui étaient après tout annoncées tout proche de Tottenham cet été, qui finalement pourrait voir son destin s'inscrire dans la durée à Turin. Après avoir expérimenté avec son 4-3-3 traditionnel, Maurizio Sarri a finalement opté pour un 4-3-1-2 qui offre une belle place à Dybala. Donc, comme on le voit sur ses heatmaps récupérés via l'appli SofaScore, il a une position moyenne qui correspond vraiment à son positionnement sur le tableau noir. Dans cette zone où sa frappe pied gauche enroulé, peut-être sa toute meilleure arme, là peut vraiment s'exprimer. Et puis l'autre membre de ce duo de pointe, c'est bien sûr Ronaldo qui lui est un peu plus libre, mais voilà, en tout cas c'est une association qui a le potentiel pour être très intéressante. Le prono final de ce choc italien donc, c'est qu'à l'heure des comptes on a un Milan AC franchement assez catastrophique si on accepte peut-être les prestations individuelles intéressantes de Lucas Paqueta, de Théo Hernandez, mais un Milan AC peu reluisant, déjà 6 défaites en Serie A. De l'autre, une Juve toujours invaincue en Europe, la seule équipe des 5 championnats majeurs à être dans ce cas, mais pas encore ultra flamboyante dans le jeu. À voir ce que ce combo nous donnera, mais on va dire que je vois pas non plus le rapport de force historique s'inverser sur cette rencontre. On part sur une victoire des Bianconeri côté 1,40, et si je devais choisir un score, je dirais peut-être 2-0 ou peut-être plutôt 2-1, comme on l'a dit sur les 12 victoires de la Juve cette saison en Serie A, 10 l'ont été seulement par un but d'écart. En même temps que ce Juve Milan ensuite, et de l'autre côté des Alpes, se jouera cette fois un sommet olympique. Marseille reçoit Lyon, et il y a des choses à en dire. Alors, déjà d'un point de vue simplement ambiance, pour les 120 ans du club, les supporters préparent un tifo exceptionnel, peut-être un petit peu dans le style de celui légendaire sorti contre le PSG en 2015. On sait qu'il existe aussi, et a fortiori depuis quelques années, un niveau de tension très fort entre ces deux clubs, un antagonisme ultra marqué. Ça devrait pas aller en s'arrangeant dimanche, ça fait aussi partie du folklore, c'est même quelque chose qui contribue à l'effervescence autour de ce match, mais ça devrait pas s'arranger dimanche avec le retour de Rudy Garcia en terre phocéenne. Voilà, on va dire qu'en tribune, on a un cocktail explosif, un petit peu comme chaque OMOL. Mais sur le terrain, c'est aussi bien sûr un match
absolument crucial. Alors déjà au niveau comptable, l'OM, avec une victoire, aura de très bonnes chances de grimper sur le podium et mettrait un de ses plus grands rivaux à 6 longueurs, alors qu'avec un succès, l'OL, quant à lui, repasserait devant son adversaire du soir, à la différence de but, et confirmerait finalement son retour en forme. Une fois n'est pas coutume, on n'en a pas encore beaucoup parlé ici, mais depuis quelques temps, Lyon va mieux. Alors, il y a 2 succès consécutifs en Ligue 1 où on a vu par moments des choses intéressantes, d'un point de vue technique, au niveau du caractère aussi, notamment contre Toulouse bien sûr. Il y a aussi cette victoire en Ligue des Champions contre Benfica en milieu de semaine qui te rapproche significativement des 8e de finale. Marseille aussi a fait un de ses meilleurs matchs le week-end dernier contre Lille, victoire de 1 après un passage à vide qui était également conséquent. Donc on a peut-être 2 clubs dont la dynamique se rapproche, de clubs convalescents qui reprennent confiance et qui s'affrontent. Le gros bémol côté lyonnais en revanche, là c'est sans doute l'absence probable de Memphis qui est sorti blessé à la mi-temps contre Benfica mardi. Voilà. Je dirais qu'au-delà de son apport individuel qui est ultra significatif, il a marqué, il me semble, 7 buts en Ligue 1 et 4 en Ligue des Champions pour Lyon, donc voilà, significatif. Au-delà de ça, cette absence pose aussi la question du système, parce que le 4-4-2 de Garcia fonctionnait plutôt bien sur les dernières rencontres. Sans lui, qui est-ce que tu mets à la place aux côtés de Dembélé? Cornet, on a vu que c'était pas idéal contre Benfica. Peut-être que tu peux mettre Terrier qui revient de blessure, il me semble, mais dont le début de saison n'est pas flamboyant non plus. Donc voilà, c'est des éléments qui, au moment de faire mon prono, et malgré le fait que Marseille aussi est son joueur majeur forfait, Thauvin, on le sait depuis un moment, malgré le fait que c'est aussi une affiche qui historiquement réussit très bien à Lyon, il n'y a pas de défaite contre l'OM depuis 2014, en Ligue 1 en tout cas, et même sur les 5 dernières rencontres, 5 victoires pour Lyon. Malgré ces éléments, je vois pas mieux qu'un match nul. Si je devais donner un score, je dirais peut-être un partout. Et puis enfin pour Liverpool City, qui est sans doute le match que personnellement j'attends le plus, on va dire en tout cas d'un point de vue spectateur neutre. Et bah pour Liverpool City, je vous ai mis là le prono, la petite vidéo prono de 2 minutes sur mon compte Twitter, donc voilà, le lien est en description, je l'ai publié en même temps que celle-ci. On a fait une petite séquence exclusive sur mon compte, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse, lien en description. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte preview du week-end, et j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Évidemment aussi, les infos sont beaucoup plus importantes que les pronos qui, eux, sont généralement faux, mais voilà, on va dire que ceux qui sont là depuis un petit moment savent la raison pour laquelle je fais ces analyses. Alors si celle-ci vous a plu tout de même, n'hésitez pas à mettre un petit like, vraiment ça m'aide. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, je l'ai annoncé sur Twitter et dans l'onglet communauté de YouTube, mais il y a vraiment du très très lourd qui arrive à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année on part sur un énorme programme. Ça me fait vraiment vraiment plaisir de me dire qu'on va repartir sur plein de contenus, j'espère aussi que ça va vous plaire, mais ouais voilà, tout simplement vraiment hâte. On se retrouve donc lundi et comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une super soirée, un excellent week-end prolongé et de football sans doute. Bisous.